Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 46, on termine le roman Riven. Mais avant de commencer notre sujet principal, je vais faire un petit retour dans mes dernières semaines, ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Comme j'en avais parlé au dernier épisode, j'ai commencé à écouter la série de Bad Batch, puis j'ai pas mal avancé dans la première saison. Je vous dirais que je suis rendu peut-être à l'épisode 14. Il m'en reste 2. Si je ne me trompe pas, il y a 16 épisodes par saison. Puis, je suis un peu, je vous dirais, surpris. J'aime beaucoup plus la série que ce que je m'étais attendu. J'en avais entendu parler dans le passé, tout ce qui avait été fait dans cette série-là, puis on dirait que j'avais des petites craintes, puis que je pensais que j'allais peut-être pas apprécier ce que j'ai vu. Mais premièrement, la série, elle est magnifique. C'est fou à quel point ils sont rendus bons dans leurs effets d'animation chez Disney. Là, c'est à couper le souffle. Souvent, il y a des super beaux paysages. Les personnages sont super bien détaillés, puis c'est vraiment le fun à regarder. Puis en plus, moi, chez nous, j'ai pas du tout un cinéma maison ou une TV 4K, tout ça. J'écoute ça en simple petit 1080p avec une TV pratiquement défectueuse, puis c'est quand même super beau à voir. L'histoire est intéressante. Oui, il y a des longueurs, comme dans toute série d'animation à date que j'ai vue avec Star Wars. Il y a des personnages qu'on n'est pas trop certain, comme la petite Omega. Je vous dirais qu'au début, il peut y avoir des moments où ça nous dérange un petit peu. Mais à date, je vous dirais que j'ai eu beaucoup plus de plaisir que de moments où j'ai moins apprécié. Tu sais, je vous l'avais partagé la dernière fois. J'avais des petites craintes avec le créateur, Dave Filoni, qui massacre un peu, si on veut, certaines histoires qui avaient déjà été écrites dans le passé. Puis là, je ne parle pas de l'univers légende, je parle vraiment de l'univers canon. Il y a des choses qui avaient été faites, puis que lui a décidé d'ignorer puis de réécrire un peu à sa façon. Vous allez me dire, c'est ses personnages, ça lui appartient. Oui, mais en même temps, moi, je vois ça un peu comme un peu un manque de respect, si on veut, pour les autres auteurs qui font partie de l'équipe de création. Bref, c'est pas grave. Présentement, ce que je vois, j'aime beaucoup ça. Ça fait une belle suite à la série de Clone Wars. Les 7 saisons qu'on a eues. Puis là, en plus, maintenant, on est rendu sous le règne de l'Empire. Donc, complètement une autre ambiance. Encore un peu plus stressante, un peu plus noire. C'est bien. Je vous dirais que je suis très content de ce que j'écoute présentement. Puis, je vous disais en plus que j'écoutais ça pour me préparer à la 3e saison qui allait sortir bientôt. Au moment où j'enregistre l'émission, la saison est déjà sortie. Puis, de ce que j'entends, le monde semble très satisfait de ce qu'ils ont pu voir jusqu'à maintenant. Donc, ça me donne encore plus le goût de m'avancer un peu plus rapidement dans cette série-là pour finir la saison 1, écouter la saison 2, puis après ça, aller vers la saison 3, que si je ne me trompe pas, c'est supposément en plus la dernière saison de la série de Bad Batch. Donc, on va voir. Bien hâte d'écouter ça. Puis éventuellement, comme je le fais tout le temps, je vais vous en reparler. Du moins, vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Sinon, autre petite chose que j'ai fait, comme je l'avais mentionné, j'ai commencé à lire les romans, les histoires et aussi même les comics en lien avec l'ère de la Haute République, de l'univers canon. Encore là, c'est pour me préparer à la future série en real action qui s'en vient, The Acolyte. Puis j'avais commencé à lire des nouvelles, le premier roman adulte, puis là, j'étais dans le premier roman jeunesse ou jeune adulte. Je ne sais plus trop c'est dans quelle catégorie, mais peu importe, c'est un roman vraiment plus petit dans la série Bibliothèque verte qui se nomme Une épreuve de courage. Comme je dis, c'est une histoire plus orientée pour les jeunes, avec des personnages encore là qui sont soit adolescents ou jeunes adultes. Puis c'est sûr que c'est une aventure un peu plus légère, mais c'est quand même intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Ça se lit super facilement, très rapidement. Donc, je suis à la fin. Il doit me rester environ 3-4 chapitres, puis ça va être terminé par la suite. Mais c'est vraiment bien. Puis après, si je ne me trompe pas, je vais me lancer dans l'omnibus de la phase 1, Light of the Jedi, qui est les premiers comics adultes pour cette série-là, plutôt l'ère de la Haute République. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis là, je vais voir de quelle façon que je vais lire ça. Je vais sûrement y aller arc par arc. Puis comme j'y vais de façon, je vous dirais, dans l'ordre dans lequel tous ces romans-là et comics-là ont été publiés,
je vais me promener. Là. Je vais lire peut-être juste un premier acte dans les comics adultes. Après ça, je vais aller pour ceux jeunesse. Après ça, sûrement un nouveau roman adulte. Donc, on va voir. Donc, j'avance là-dedans. Je trouve ça le fun. C'est une lecture que je fais vraiment plus à côté. Là. Je ne me mets pas de pression. Je ne vais pas nécessairement tout lire l'univers de la Haute République avant l'arrivée de la nouvelle série. On n'a pas encore de date officielle, mais supposément que ça serait pour 2024. Je ne sais pas exactement à quel moment 2024, mais ça s'en vient. Donc, très hâte d'arriver à ce moment-là pour découvrir encore une autre série Star Wars. Donc, je vous dirais que pour le moment, c'est pas mal ça que j'ai fait en lien avec Star Wars dans les dernières semaines. Puis là, je pense qu'on est prêt. On va tout de suite se lancer dans la super lecture, la finale du roman Raven. Donc, on y va maintenant. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Avant de commencer à faire le résumé, je vais me permettre de rapidement vous rappeler un peu qu'est-ce que ce roman-là, Raven. C'est évidemment le premier roman dans l'ère de la The Old Republic de l'univers légende. Puis les événements de ce roman-là se passent 3954 à 3950 ans avant la bataille de Yavin. Puis aussi, on a droit à la fin du roman à un petit saut dans le temps. Puis là, on va se retrouver à 3900 ans avant la bataille de Yavin, donc un 50 ans un peu plus tard. L'auteur du roman, c'est Drew Karpyshyn. Le roman avait été publié chez Delury le 15 novembre 2011, puis on a eu une traduction en français chez Pocket le 19 avril 2012. Donc, avant de commencer, je vais rapidement vous faire un petit retour lors de notre dernier épisode où on avait parlé de la première partie du roman Raven. On avait Raven qui avait trouvé des coordonnées dans un datacron qu'il avait réussi à obtenir dans un ancien sarcophage site. Puis on avait vu qu'au niveau des coordonnées, il y avait les indications pour se rendre sur une planète mystérieuse du nom de Natema, où il croit qu'il allait pouvoir trouver des réponses à ces visions qu'il avait eues à ce moment-là. Puis là, lorsqu'il est arrivé à destination, son vaisseau, le Eben Hawk, a été attaqué par le vaisseau de Dark, Nyriss et Scourge, qui étaient les deux autres gros personnages du roman. Puis là, évidemment, vu qu'il est attaqué, il s'écrase sur la planète, puis ensuite, il est fait enlever, ou plutôt, il est enlevé par Scourge. Puis là, Scourge, il va le torturer pour essayer de le faire parler. Puis évidemment, il n'y arrivera pas. Scourge ne sera pas capable de le faire parler. Puis à ce moment-là, Dark Nyriss va décider de le faire prisonnier. Puis c'était comme ça que j'avais arrêté mon résumé la dernière fois. Parce que je vous avais expliqué la particularité un peu dans ce roman-là, à ce moment-là, on va avoir un saut dans le temps de quand même quelques années. On va se retrouver 4 ans plus tard. Donc, ça fait 4 ans que Raven est disparu. Puis là, on continue le résumé à ce moment-là. Donc, comme je vous le disais, on est rendu 4 ans dans le futur. Depuis ça fait effectivement 4 ans que Raven est disparu. Puis là, on va retrouver le personnage Mitra Surik. Puis là, ce nom-là, ça vous dit quelque chose parce qu'au dernier épisode, j'avais pris le temps de faire un énorme résumé sur le deuxième jeu Knights of the Old Republic de Sith Lord. Puis notre personnage principal de cette aventure-là, de ce jeu-là, c'était en fait Mitra Surik. Si on se fie à ce qu'ils ont décidé d'établir comme étant canonique de l'univers légende à cette époque-là, ils avaient décidé que le personnage qu'on jouait, c'était une femme qui allait se nommer Mitra Surik, puis qu'elle allait être évidemment dans le côté lumineux de la Force. Donc, on retrouve ce personnage-là qui est présentement en visite chez Bastila Shan. Bastila Shan, je vous le rappelle, c'est la femme de Raven. Puis, Mitra Surik est accompagné du droïde du nom de T3M4, qui est en fait le droïde à Raven, qui est tout le temps avec lui dans son vaisseau, le Eben Hawk et tout ça. On apprend, en plus, pendant cette rencontre-là, on va apprendre de quelle façon T3 a réussi à revenir auprès de Mitra après son crash avec Raven sur Natema. Puis même, on va voir que T3, il a réussi à faire un enregistrement du site à la peau rouge qui a enlevé Raven. Puis là, finalement, on va avoir un peu les explications de qu'est-ce qui s'est passé. Du moins, ce que T3M4 a vu sur la planète en lien avec ce site à la peau rouge-là. D'autres choses un peu particulières qu'on va voir en plus pendant cette discussion-là entre les deux, entre Bastila puis Mitra Surik, on ressent un peu de
de la jalousie entre Bastila et Surik. C'est plutôt Bastila qui est jalouse de Surik parce qu'elle voit à quel point Surik semblait proche de Raven. Puis on voit qu'elle est un peu tourmentée par ça. Finalement, Surik, après avoir discuté d'un peu de tout ce qui s'est passé, décide de partir accompagné du droïde T3-M4 pour retrouver Raven. Puis là, juste avant de partir, Bastila lui remet un holo enregistrement du dernier anniversaire de leur fils. Et aussi, elle va lui remettre en même temps à Bastila l'ancien masque de Raven. Puis, juste un petit rappel comme ça, évidemment, on se rappelle, Raven avait décidé de partir seul dans les régions inconnues pour tenter de retrouver c'était quoi cette menace site-là. Puis, il avait laissé derrière lui sa femme, puis son fils qui allait naître bientôt. Donc, lui, il n'a jamais vu finalement son fils. C'est un peu pour ça qu'elle lui remet un holo enregistrement du dernier anniversaire de son fils, qui évidemment, il doit avoir environ ça, 3-4 ans, là, vu que, selon le délai. Puis aussi, elle lui remet son masque, son ancien masque. Puis évidemment, ce qui est un peu particulier avec ce masque-là, c'est que Bastila, ça fait longtemps qu'elle l'avait avec elle, mais elle avait peur de lui donner à Raven parce qu'elle ne voulait pas qu'il retrouve les souvenirs de son passé lorsqu'il était Sith. Donc, c'est pour ça qu'elle était pas, elle le cachait puis elle ne lui avait pas dit. Mais maintenant, elle a comme compris que c'était une erreur puis que ses souvenirs pourraient peut-être même l'aider à vaincre ce qui se cache dans les régions inconnues. Donc, c'est pour ça qu'elle décide de le remettre à Metra Surik. Donc, ensuite, Metra Surik et T3-M4, évidemment, partent puis arrivent sur la planète Natima. Puis, aussitôt à ce moment-là, Surik commence à ressentir le vide et l'absence de la force sur cette planète-là, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui avait été mentionné la dernière fois. La planète Natima est très, très, très particulière parce qu'elle a été complètement, si on veut, annihilée. Puis, on sent que c'est un monde complètement mort. Il n'y a plus de vie à cet endroit-là. Même la force, on ne la ressent pas. Donc, c'est très, très, très étrange. Puis, Metra Surik, avec les événements du jeu KOTOR 2, ça lui rappelle un peu ce qu'elle avait ressenti sur Malachor 5. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. On se rappelle, elle avait eu un énorme traumatisme en activant une machine qui avait tué énormément de monde. Puis là, elle s'était coupée de la force. Donc, elle ressent qu'il se passe quelque chose quand même de très particulier sur Natima. Puis à ce moment-là, elle demande à T3 de trouver un endroit où télécharger les données en lien avec ce monde-là pour possiblement trouver des informations pour retrouver Raven. Puis là, à ce moment-là, T3, il réussit à localiser un bâtiment gouvernemental, puis il va télécharger justement toutes les données qu'il retrouve à cet endroit-là. Puis là, on voit que plus que le temps passe, Surik est de plus en plus affectée par la planète. Elle va vraiment pas bien. Puis là, lorsque T3 réussit enfin à télécharger les données, elle décide de s'empresser de retourner au vaisseau pour quitter le plus vite possible cette planète-là avant de sombrer dans un genre de vide là, psychologique. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais dans la force, elle est tellement affectée par ce qui se passe sur ce monde-là qu'elle a peur de ne pas en revenir. Puis là, pendant plusieurs jours, Surik va travailler à déchiffrer les données, puis finalement trouver des informations qui sont vieilles de plus de 1000 ans, qui parlent d'un seigneur Sith du nom de Vitiat, qui aurait causé la catastrophe sur cette planète-là et qui aurait ensuite conduit les survivants sur une planète nommée Dromund-Kaas. Donc, évidemment, elle décide de partir vers ces planètes-là à l'aide des coordonnées qu'elle trouve dans les recherches, dans l'espoir de retrouver plus d'informations sur la disparition de Raven. Dromund-Kaas, vous allez voir, c'est une planète qu'on va entendre beaucoup parler éventuellement parce que là, tranquillement, on se dirige vers un autre jeu, cette fois-ci un jeu massivement multijoueur qui se nommait, je crois, tout simplement The Old Republic. Puis la planète Dromund-Kaas est souvent mentionnée dans ce jeu-là. Puis moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de jouer à ce jeu-là, puis mais je ne m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Puis évidemment, vu que c'est un jeu massivement multijoueur, je ne vais pas faire comme les autres jeux, je ne ferai pas de résumé de ce qui se passe, mais s'il y a des faits importants à mentionner, je vais le faire par contre. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse, ça n'avait pas du tout rapport avec le sujet actuel, mais je voulais quand même vous le dire, parce que ça m'est venu en tête comme ça. Maintenant, on va se déplacer à un autre personnage. On va retrouver Scourge. Évidemment, Scourge se rend, comme il l'a fait depuis 3 ans, au cachot du prisonnier Raven. Ça fait déjà très, très, très longtemps que Darth Neris, elle ne s'intéresse plus du tout à Raven parce qu'il n'est plus capable de donner de l'information de toute façon.
Mais Scourge, lui, est obsédé. Il veut découvrir absolument ce que Raven connaît de la Force, puis comment il a utilisé autant le côté lumineux que le côté obscur. Donc, ça l'intrigue vraiment de voir comment il peut réussir à utiliser la Force de cette façon-là. Évidemment, Raven est drogué depuis son enlèvement, puis il sait qu'il est maintenant complètement seul car il n'a pas été capable de communiquer dans la Force à sa femme Bastila. Puis il est laissé finalement à lui seul pour trouver une façon de se sauver de cette situation-là. Il décide d'utiliser Scourge pour le manipuler tranquillement en lien avec sa frustration envers Darkneris qui tarde à passer à l'action pour renverser l'empereur. Même qu'il réussit à semer l'idée à Scourge de possiblement s'allier pour qu'ensemble, il empêche l'empereur de retourner en guerre contre la République. Puis là, il dit à Scourge qu'il va bientôt être libéré. Finalement, c'est parce que Raven aurait eu une courte vision où il voit Mitra qui est à sa recherche. Puis ça, évidemment, ça l'inquiète énormément, Scourge, lorsqu'il apprend ça. Là, si on revient à Mitra Surik, elle se pose avec le Ebon Hawk sur Drummond Cass. Puis elle s'est changée pour se faire passer, finalement, pour se cacher, pour se fondre dans la foule. Puis elle demande l'aide d'un travailleur des douanes pour obtenir des crédits de l'Empire Sith en échange de pierres précieuses. Donc, elle a réussi à se créer un peu d'argent pour pouvoir fonctionner dans ce monde-là qu'elle ne connaît pas. Elle rencontre Larvit qui accepte de lui échanger ses pierres en échange d'une grosse somme de crédit. Puis là, ensuite, elle lui demande s'il connaît quelqu'un qui pourrait l'aider à trouver une personne. Évidemment, Larvit, il décide d'organiser une rencontre avec un certain Seychelles. Oui. Seychelles, ça vous dit sûrement quelque chose. C'était justement un autre Sith à la peau rouge qui travaillait pour Darkneris et évidemment qui avait déjà un lien avec Scourge, mais évidemment pas un bon lien. Là, quelque chose de... Ça va pas très bien entre ces deux-là. Là, évidemment, Mitra Surik est accueilli par un esclave qui l'a conduit à Seychelles. Puis, évidemment, là, on voit que Mitra est dégoûté de voir que les Sith acceptent l'esclavagisme quand c'est quelque chose qui est interdit dans la République. Puis là, pour ne pas éveiller de soupçons sur elle, elle ne dit pas directement qu'elle recherche Raven, mais plutôt un Sith à la peau rouge. Puis, elle montre une image de l'enregistrement que T3 lui avait remis sur Nathema où on voyait justement ce Sith-là à la peau rouge. La personne accepte d'essayer d'organiser une rencontre, la personne étant Seychelles, accepte d'organiser une rencontre avec lui en échange évidemment de crédit. Puis là, juste avant de quitter, elle lui demande si elle peut acheter l'esclave. On voit qu'elle est tellement comme dérangée par ce côté-là qu'elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de sauver un esclave. Donc, elle demande si elle peut l'acheter, mais évidemment, non, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Ou plutôt, c'est pas à lui de s'occuper de ça, fait qu'elle a juste à aller s'informer, si on veut, un responsable de tout ça. Bref, c'était juste pour vous mentionner à quel point que Mitra Surik est dégoûté par ce qu'elle voit au niveau de l'esclavage. Là, après ça, Seychelles retrouve évidemment Scourge pour lui dire qu'une femme est à sa recherche. Puis croyant que cette femme-là le cherche pour le tuer, Seychelles suggère à Scourge de le rencontrer, mais accompagné de Murtog et ses hommes. Ça, Murtog, c'était un peu le chef de la garde de Darkneris, qu'on avait vu justement plus tôt dans le roman. Puis donc, Seychelles suggère fortement à Scourge d'être accompagné pour ne pas aller rencontrer cette femme-là complètement seule. Arrivée sur les lieux, dans une grotte isolée, elle est attaquée par Murtog et ses hommes. Ou plutôt, c'est Mitra qui est attaquée par Murtog et ses hommes. Facilement, elle va les tuer parce que c'est quand même une Jedi. Puis, contre la Force, ils ne sont pas si forts que ça. Puis à ce moment-là, Scourge comprend que Raven disait la vérité qu'il allait être libéré bientôt parce que, comme il disait plus tôt, Raven avait dit à Scourge comme quoi qu'il avait une vision, qu'il voyait que Mitra s'en vient le sauver. Donc là, il comprend, Scourge, à ce moment-là, que Raven disait la vérité. Puis là, même qu'il comprend que maintenant, possiblement, les deux, Raven et Scourge, veulent toutes les deux la même chose, soit d'empêcher l'empereur d'attaquer la République. Donc, il accepte d'aider Mitra à libérer Raven. Mais avant d'accepter, Mitra exige qu'il revienne demain avec la preuve qu'il veut réellement l'aider à libérer Raven.
Puis là, comme Murtagh est mort et qu'il ne sait pas dans combien de temps Nyris va avoir des soupçons, ben, il se dépêche de retrouver Séchelle, puis il réussit à le retrouver sans qu'il s'en rende compte. Il l'a comme suivi dans une cachette que Séchelle utilisait avec Murtagh pour justement discuter en privé. Puis là, il force Séchelle à lui remettre des documents qu'il gardait comme monnaie d'échange contre Nyris, parce qu'évidemment, chez les Sith, ça fonctionne toujours comme ça. Ben, personne ne se trosse, personne ne se fait confiance. Puis Séchelle, ben, il avait justement mis sous clé des informations qui allaient comme, si on veut, qui allait le protéger contre Dark Nyris si jamais elle le menaçait de se mettre contre lui ou quelque chose comme ça. Puis là, dans ces documents-là, ben, il y a toutes les preuves du complot de Nyris envers l'empereur, excusez-moi. Séchelle lui dit qu'il a environ 3 jours avant que Nyris remarque la disparition de Murtagh. Puis ensuite, Scourge, ben, évidemment, on s'en doutait, ben, il tue Séchelle pour ne pas laisser aucune preuve qu'ils se sont rencontrés. Scourge retourne auprès de Mitra et lui remet l'indice de données que T3 s'empresse aussitôt de déchiffrer. Puis comme les disques contiennent la preuve qu'un complot est en construction ou qu'un complot est en train d'être fait contre l'empereur, ben Mitra accepte de s'allier à Scourge et de libérer Riven. Par contre, ils ont besoin d'aide pour créer une distraction à la forteresse de Nyris pour libérer Riven. Là, on voit que Scourge, ben, il y a un plan. Par contre, cela, ça implique l'aide de l'empereur. Fait que, oh là là. Scourge se rend à la citadelle de l'empereur pour le rencontrer. Puis là, on voit que le capitaine Yari, garde de la citadelle, lui dit qu'il ne peut pas rencontrer en personne l'empereur. Mais Scourge, évidemment, il insiste, puis en disant que les informations doivent être données en personne à l'empereur. Une fois dans la salle du trône, Scourge ressent la force qui émane de l'empereur. Puis même à ce moment-là, il croit entendre dans sa voix les milliers de vies que l'empereur a sacrifiées en faisant le rituel sur Natima. Fait on voit vraiment que l'empereur réussit à aller chercher toute cette force-là lorsqu'il avait complètement annihilé le monde Natima. Puis même qu'on dirait qu'il se nourrissait de toutes ces vies-là. Puis que là, Scourge les ressent là, dans la force, toutes ces vies-là qui ont été emportées. Évidemment, Scourge lui remet les disques qui contiennent les preuves de la trahison de Nyris. Puis même quand à ce moment-là, T3 a retiré évidemment les informations qui l'impliquaient, lui, dans toute cette manigance-là, pour pas justement que l'empereur ait des soupçons envers Scourge. Donc à ce moment-là, l'empereur l'informe qu'ils vont s'occuper de Nyris très bientôt et que s'il dit vrai, finalement, il sera récompensé en ayant la possibilité de prendre la place de Nyris au Conseil Noir. Puis si on le sait, Scourge, c'est quelque chose qui veut depuis le tout début. Il veut siéger au Conseil Noir, il veut devenir important et puissant dans l'Empire Sith. Scourge retourne évidemment auprès de Nyris pour ne pas éveiller les soupçons de ce qui s'en vient. Puis là, une fois que Scourge se rend à la forteresse de Nyris, accompagné de Mitra qui est déguisée en esclave, en plus, elle haït ça, elle est vraiment pas contente que les esclaves existent, mais elle accepte de se déguiser comme ça parce que c'est possiblement une des seules façons qu'elle aurait pu réussir à se présenter à la forteresse de Nyris. Puis ils sont aussi accompagnés de T3-M4. Là, quelques instants après leur arrivée, ben, la forteresse est attaquée par la garde impériale de l'empereur. Puis donc, finalement, ils décident de se dépêcher, Scourge, Mitra et T3, d'aller retrouver Riven. Mais Scourge constate que les accès sont barrés, puis probablement par Nyris lorsque l'attaque a commencé. Puis là, Mitra demande à T3 de contourner les accès, parce qu'évidemment, T3 peut faire ça. Puis là, Scourge croit que Nyris a demandé à sa sécurité d'exécuter le prisonnier aussitôt que l'attaque a commencé, parce que ça serait la chose la plus logique qu'elle aurait sûrement fait à ce moment-là. Là, on voit que Riven réussit de son côté à négocier, à convaincre les gardes de le laisser en vie. Puis au même moment, on voit Mitra et Scourge qui rejoignent Riven. Puis là, Riven est très affaibli par les drogues dans son corps qui se fait injecter depuis 4 ans. Scourge décide de prendre un kit médical puis lui injecte quelque chose qui va pouvoir l'aider justement à retrouver un peu les idées. Aussi, à ce moment-là, Mitra lui remet son ancien masque qu'il portait lors de la guerre mandalorienne. Donc, justement, le fameux masque que Bastila lui avait remis lorsqu'elle était avec elle chez elle. Puis là, il est frappé à ce moment-là et ébranlé par toutes les images qui refont surface et il s'effondre inconscient.
Puis là, T3 est frappé et s'écroule au bas de l'escalier. Fait que là, on voit que l'attaque commence à les rejoindre. Puis on se rend compte que c'est finalement Nyris qui arrive pour les éliminer. À ce moment-là, Scourge et Mitra se préparent à se défendre contre Nyris. Mais évidemment, elle est beaucoup trop puissante, puis elle les domine facilement. Sauf qu'au dernier moment, lorsque Nyris lance une attaque éclair contre eux, on voit Raven complètement transformée qui intercepte son attaque et la retourne contre elle et la brûle complètement. Scourge comprend que si quelqu'un peut réussir à éliminer l'empereur, ben c'est pas lui, c'est plutôt Raven. Puis là, Raven lui demande de les faire sortir d'ici au plus tôt. Ils reviennent ensuite dans la grotte où ils s'étaient tous rencontrés cachés, où il y avait eu, où il y avait eu cette rencontre-là entre Scourge et Mitra. Scourge quitte pour quelques heures pour aller chercher des provisions, des produits pour que Raven se lave et voit ce qui se passe avec l'empereur. Ils se préparent un peu tranquillement à faire, j'imagine, leur plan final ou quelque chose comme ça. Ensuite, Mitra remet à Raven le fameux holo enregistrement de Bastila et son fils. Puis là, on voit que Raven le regarde, puis qui est très touché par ça. Puis il remercie ensuite Mitra pour tout ce qu'elle a fait pour lui, parce que c'est vraiment comme, si on veut, une amie qui le suit depuis les tout débuts. Là. Puis il est très, très, très reconnaissant envers tout ce qu'elle a fait pour lui. Puis là, de retour, Scourge leur dit que l'empereur a tué tous les membres du Conseil Noir et non seulement ceux qui l'ont trahi. Fait que là, on voit que finalement, tout est en train de basculer, tout est en train de s'effondrer. Même que la planète est maintenant en quarantaine. Puis ils croient qu'il s'apprête à faire la même chose qu'il avait fait sur Nathema. Donc, ils sont convaincus que l'empereur va tenter de tuer le monde de Dromund Kaas pour aller justement puiser dans toute cette énergie-là. Puis même qu'à ce moment-là, nos personnages comprennent que le but réel de l'empereur, c'est de régner complètement seul pour l'éternité sur la galaxie entière, mais complètement vide. Raven se rappelle maintenant comment l'empereur les avait manipulés dans le passé, lui et Malak. Mais la différence, c'est que maintenant, il est en mesure de fermer son esprit pour que l'empereur ne puisse plus le manipuler comme avant. Il décide de l'attaquer à l'aube. Donc, le gros combat final s'en vient. Scourge, lui, décide de se reposer pour reprendre des forces avant l'affrontement contre l'empereur. Puis à ce moment-là, il y a une vision de leur défaite à venir. Puis en plus, c'est la première fois que Scourge a une vision, puis il n'est pas certain de bien comprendre ce qu'il voit. Fait que là, il décide à ce moment-là d'en parler à Raven pour savoir mieux comment ça fonctionne, les visions, sans toutefois lui révéler qu'il vient tout juste d'en avoir une. Là. Puis là, on voit que Raven lui explique que le futur est toujours en mouvement, que le futur n'est pas écrit d'avance. Bref, des visions, ça c'est tout le temps en mouvement. Là, ça bouge. Fait que c'est pas nécessairement parce que tu vois une finalité que c'est ça qui va arriver. Tu peux toujours comme intervenir pour possiblement changer le futur. Mais s'il doit mourir en affrontant l'empereur, il aura au moins gagné du temps pour permettre à un autre de compléter leur travail. Scourge n'a pas l'intention de mourir et ne comprend pas trop pourquoi il se sacrifierait pour les autres. Évidemment, c'est un Sith. On comprend que lui, son but, c'est pas de sauver les autres, c'est plutôt lui de s'élever, de devenir de plus en plus puissant. Il n'est pas trop d'accord avec la façon que Raven voit les choses. Là, le lendemain, Scourge, Mitra, Raven et T3M4 se rendent à nouveau à la citadelle de l'empereur. Puis évidemment, elles sont arrêtées par les gardes impériaux qui n'acceptent pas que les trois autres accompagnent Scourge pour rencontrer l'empereur. Lorsque le capitaine Yari reconnaît Raven, il comprend qu'ils sont attaqués. Puis alors, à ce moment-là, Raven se lance dans la salle du trône, suivi par T3, qui doit se dépêcher à aller sceller la porte. Pendant ce temps-là, Scourge et Mitra combattent les trois gardes et le capitaine. Puis lorsqu'ils réussissent enfin à les éliminer, ils s'empressent de rejoindre Raven dans la salle du trône. Raven, de son côté, canalise la force du côté obscur et la force du côté lumineux, puis il se lance sur l'empereur pour l'attaquer. Même si l'empereur est surpris par l'attaque de Raven, il est beaucoup plus puissant. Puis Raven réussit à dévier certaines éclairs du côté obscur lancés par l'empereur, mais à un certain moment, il est complètement submergé et il est brûlé gravement par l'empereur qui s'empare de son sabre laser. Puis là, juste avant que l'empereur assène le coup fatal, T3 l'attaque et l'enflamme, mais l'empereur réussit évidemment à se protéger et à détruire en milliers de minuscules morceaux le droïde. Fait que T3, il est mouru. Il est mort, c'est ce qu'on comprend. Bye bye T3. C'est
commence à l'aimer, moi, T3. Mitra lance son sabre laser, pas Mitra, mais Mitra lance son sabre laser pour intercepter l'attaque de l'empereur qui se dirigeait vers Raven. Scourge, qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire, mais il entrevoit les milliers de dénouements possibles, mais là, il comprend enfin ce qu'il doit faire. Puis là, on le voit, il tue Mitra, ce qui offre la distraction à l'empereur pour lancer une nouvelle éclair à Raven qui s'écroule inconscient. Là, à ce moment-là, Scourge s'agenouille devant l'empereur puis lui dit qu'il avait décidé de lui livrer Raven car il n'était pas suffisamment fort pour le tuer. Puis, ça, il ne dit pas, là, c'est plus lui. L'empereur lui demande de l'achever. Juste avant de le faire, l'empereur l'arrête et lui dit qu'il a réussi le test, mais qu'il croit que Raven peut encore lui être utile. Fait que, il voulait juste tester, s'assurer que Scourge disait la vérité puis qu'il voulait vraiment éliminer Raven, mais comme l'empereur croit que Raven peut encore lui être utile, il l'arrête juste au dernier moment là, pour pas que Scourge le tue. L'empereur, à ce moment-là, promet à Scourge qu'il sera récompensé à la juste valeur. Puis Scourge espère évidemment siéger au Conseil Noir. Là, plus tard, Scourge se retrouve seul avec l'empereur. Puis il est branché sur une espèce de machine mystérieuse. Puis à ce moment-là, l'empereur lui a offert comme récompense l'immortalité. Il ne siégera pas au Conseil Noir, mais sera plutôt le bras droit de l'empereur. Puis là, évidemment, on voit que Raven est encore en vie, mais emprisonné dans un endroit connu seulement par l'empereur. Raven avait raison, l'idée d'envahir la République sera repoussée de plusieurs dizaines d'années. Fait que, en fin de compte, Raven, présentement, on voit qu'il est quand même satisfait des tournures des événements parce qu'il a réussi à repousser l'attaque imminente des Sith envers la République. Donc, techniquement, sa femme, son enfant devraient possiblement vivre paisiblement pendant plusieurs années avant que quelque chose se produise avec l'empereur. Puis parce qu'il est convaincu que l'empereur va préférer reprendre le contrôle de Dromund Kaas puis recréer le Conseil Noir avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Puis Scourge a fait le sacrifice ultime qu'aucun Jedi aurait accepté de faire pour vaincre l'empereur, sacrifier ses alliés Jedi pour poursuivre et un jour voir la prophétie de Raven se réaliser et aider le champion qui éliminera l'empereur. Par contre, l'immortalité de Scourge a un prix, il est condamné à vivre une souffrance continuelle pour toujours. Parce que dans cette forme-là, ou si on veut, cette magie-là qu'il y a sur lui, de la force, il a tout le temps mal. Il est tout le temps en souffrance, sauf qu'il va pouvoir être immortel. Raven est emprisonné de son côté dans une cage d'énergie, puis il est comme en état de stase, lié par un lien entre lui et l'empereur, constant. Mitra, après sa mort, s'est aussi retrouvé lié à Raven, puis là, on la voit qu'elle reste auprès de lui pour qu'il puisse se nourrir de sa force à elle dans ses moments les plus difficiles. L'empereur, de son côté, espère sonder Raven pour en apprendre plus sur la République et les Jedi pour un jour l'envahir. Mais Raven, de son côté, est capable, lorsque l'empereur est distrait, d'à son tour l'influencer et semer l'idée que d'envahir la République est dangereux et téméraire. De cette façon-là, il espère retarder le plus longtemps possible l'attaque pour permettre à sa femme et son fils de vivre une vie entière de paix. Donc, on voit que Raven fait finalement le sacrifice ultime pour lui. C'est pas. Puis là, on voit, c'est ça qui est un peu spécial, c'est que lui, dans sa tête, il veut sauver sa femme et son fils. Ce qui est, je ferais la même chose, là. Mais un Jedi, normalement, ne pense pas à lui, pense à tout le monde. Fait que, normalement, ça devrait être non, je fais ça, je me sacrifie pour la galaxie entière, tout ça. Mais non, lui, c'est sa femme et son fils. C'est sur quoi il s'accroche le plus possible pour passer cette épreuve-là. Là, comme je vous disais tantôt, on va faire un bond dans le temps. On est 50 ans plus tard. On voit Bastila qui est en train de parler avec son fils. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, son fils, il n'est pas devenu Jedi, mais il est plutôt... il fait plutôt partie de la République. Il aide à reconstruire la République. Donc, il y a comme un poste en lien avec, j'imagine, le gouvernement, tout ça. Bastila sait que Raven a réussi parce qu'ils n'ont pas connu la guerre, finalement, pendant toutes ces années-là. Fait, c'est un peu la finalité du roman. Là, on comprend que Raven a réussi à faire ce qu'il voulait pour sauver sa famille. Fait que c'est comme ça que se termine le roman Raven. Je ne sais pas si de la façon que je faisais mon résumé, vous le voyez, là, mais j'ai vraiment aimé ma lecture, ma relecture plutôt, parce que j'avais déjà lu ce roman-là il y a quelques années.
mais sans toutefois avoir tout connu l'histoire des jeux KOTOR, des Comic Knights of the Republic, bref. J'avais beaucoup plus d'informations en lien avec ça. Je vous dirais, pour faire un peu comme je fais tout le temps, je vais vous sortir un peu le meilleur moment, selon moi, dans le roman. Puis évidemment, je ne vous le cacherai pas, là, c'est le combat final entre Riven et l'Empereur. Bref, même le combat avec Mitra Surik, Scourge. Toute cette scène-là, je l'ai dévorée là, quand je disais les chapitres en lien avec ça, ça coulait super bien, c'était super intéressant, il y avait de l'action en masse. Je sentais je vous dirais le désespoir, l'énergie, la force des personnages, comment que c'est le combat ultime, c'est la dernière chance. Là, c'était vraiment bien comme scène. Donc, c'est pas mal ça que je vous dirais qui est ma scène préférée du roman. Puis, comme je vous disais un peu tantôt, lorsque j'avais lu ce roman-là la première fois, il y a quelques années, je n'avais pas du tout lu les comics Knights of the Republic. Je ne connaissais pas l'histoire des personnages à cette époque-là. Puis je ne connaissais pas non plus les personnages de Mitra Surik, de Raven, un peu sa perte de mémoire, tout ça, tout ce qui s'était passé dans les deux jeux KOTOR. J'avais pas ça avec moi. Puis j'avais trouvé à ce moment-là le roman quand même bien. C'était un bon roman. Mais comme je ne connaissais pas tous les personnages depuis l'époque, j'avais, on dirait, rapidement oublié ce qui s'était passé dans cette histoire-là. Ce n'est pas un livre qui m'avait marqué tant que ça. Mais aujourd'hui, avec toutes les lectures qu'on a faites dans les derniers mois, je vois ça comme une grosse préparation pour ce roman-là. Les comics, les Knights of the Republic, quand on parle de Raven, c'est là qu'on le voit apparaître, ce personnage-là. Malak aussi. Les nouvelles qu'on a lues, les deux jeux KOTOR, ça m'a permis de m'attacher énormément à chacun des personnages, même les personnages secondaires. Parce qu'au début du roman Raven, on parle de Atrice, on parle de Mitra Surik, c'était des noms qui ne me disaient absolument rien la première fois que j'avais lu le roman. Puis là, en le lisant pour la nouvelle fois, puis en ayant vu KOTOR, là, j'ai juste lu Atrice, j'ai comme fait « Ah, c'est elle, c'est le personnage du jeu Mitra Surik aussi. » Puis là, j'étais vraiment investi à fond dans le roman. C'était vraiment le fun juste de ce côté-là. C'est pour ça que je suggère énormément à quelqu'un qui a le goût de s'investir à fond, là, de prendre le temps d'aller voir les jeux KOTOR, soit de les jouer ou de faire un peu comme moi, regarder des vidéos qui vous résument l'histoire. Je trouve que ça vaut la peine, puis ça me crée un attachement un attachement énorme à ces personnages-là. Puis là, chaque chose qui se passait dans le roman en lien avec ces personnages-là, j'ai été comme investi à fond, là. Donc, c'était vraiment cool. Les personnages secondaires qu'avant n'étaient genre juste un nom là, que je voyais passer dans le texte, comme, mettons, Canderus Ordo, comme je disais, Atrice, Bastila-Shan, T3-Mi4, c'est maintenant des personnages que j'affectionne vraiment beaucoup. Même le vaisseau, le Ebon Hawk, comme plusieurs vaisseaux iconiques dans l'univers Star Wars, je trouve que l'Ebon Hawk a maintenant une place importante aussi, en tout cas selon moi. Il a réussi à être pas simplement un vaisseau, mais même un personnage important de l'histoire à cause des jeux, justement, de KOTOR. Dans le livre, il n'est pas mentionné si souvent que ça, là, sauf que moi, déjà, j'étais comme « Ah oui, le Ebon Hawk », c'était comme familier. Là, je connaissais ce vaisseau-là. On sait que c'est un vaisseau qui a eu pas mal d'aventures puis qui s'est crashé beaucoup trop souvent. Bref, j'ai vraiment apprécié même ce vaisseau-là. Puis, évidemment, avant la mort de Mitra Surik par Scourge, quand ça s'était produit la première fois, ma première lecture, ça m'avait laissé un peu indifférent. Là. Ça faisait juste quelques paragraphes, quelques chapitres plutôt que je connaissais Mitra Surik. Mais maintenant, avec tout ce que je sais du personnage, tout ce qui s'est passé dans KOTOR 2, je peux vous dire que cette fois-ci, ça m'a beaucoup marqué, même que j'ai fait « Ah non, je ne me rappelais pas qu'elle allait se faire tuer. » Puis là, j'étais vraiment comme déçu. « Ah non, c'est pas vrai, elle ne va pas mourir. » Fait que finalement, juste le jeu m'a permis de m'attacher à ce personnage-là secondaire. Donc, c'était vraiment très bien. Évidemment, le sacrifice de Raven pour permettre à ceux qui aiment d'avoir une vie en paix, on ne se le cachera pas, comme je le disais tantôt, c'est en tant que Jedi, c'est un geste pas mal égoïste. Moi, je vous le dis tout de suite, je ferais la même chose pour ma famille, là, mes enfants, ma femme, ma blonde. C'est sûr que je ferais le même sacrifice, mais en tant que Jedi, tu n'es pas supposé de faire ça. Tu es supposé de le faire pour la galaxie. Je ne suis pas certain qu'il aurait fait le même choix. Puis
puis la République aurait probablement été attaquée par l'Empire Sith beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu, d'après moi, de famille Raven. T'sais. Sûrement que Raven serait pas revenu peut-être à la lumière. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça, mais moi, c'est le feeling que j'ai. On dirait que Raven, toute sa famille a fait changer un peu comment il était, puis c'est ce qui a permis indirectement à ce que la République ait un peu plus d'années en paix grâce à ce geste-là, même si personnellement c'était égoïste. Bref, c'est ça que je voulais dire. Là. Ça revient un peu à mon moment préféré du roman. Là. Le combat final, il y avait tellement d'émotions pendant ce combat-là que ça en fait comme un roman que je vous recommande énormément. C'est fou à quel point que je l'aime encore plus que la première fois que je l'avais lu. Ça va faire partie des bons romans que j'ai lus de Star Wars. Donc, encore une fois, je vous le suggère. Je vous le conseille, allez lire ça. Puis, si ça vous tente, prenez le temps d'aller voir tout ce qui est alentour. Prendre le temps de vous attacher à tous ces personnages-là. Canderu Surdo, le nouveau Mandalore. Avant, ça aurait été juste un nom, mais maintenant, je suis comme, ah oui, tout ce qui s'est passé avec lui. Là. Bref, encore une fois, si je ne l'ai pas assez dit, je vous le suggère, j'ai adoré ça. Mais là, c'est assez. On a fini de parler de Raven. Prochain épisode, ça va être un épisode un peu en deux parties, si on veut. Je vais commencer à vous parler de quelques chapitres plutôt, du journal de Maître Gnos Dural, qui est un journal qui venait avec le jeu massivement multijoueur des Old Republic, qui était inclus dans la version Pre-Order Collector du jeu de rôle. Puis c'est vraiment comme un journal qui a été écrit par le Maître Gnos Dural, puis là-dedans, il va aller mettre... c'est plusieurs, si on veut, faits historiques au niveau des Jedi. Puis en plus, dans le journal, ben, ça a été comptabilisé, créé, si on veut, par la maître Satali Shan, qui est un personnage important du jeu des Old Republic, puis qui va avoir comme sélectionné certaines entrées du journal de Maître Gnos Dural, puis qui va avoir même pris le temps de faire des annotations. Donc, on va voir quelques chapitres qui se passent dans l'année du temps à ce moment-là. On ne le verra pas tout au complet au prochain épisode. Puis par la suite, on va voir un comic. On va retomber dans un comic qui se nomme The Old Republic Blood of the Empire, qui était un webcomic qui était en lien direct avec le MMORPG The Old Republic. Puis ça se passe vraiment, c'est 3500 ans avant la naissance de Darth Vader. Parce que c'était comme ça qu'eux faisaient le résumé. Là, je vous le dis un peu comme c'était écrit dans le comic. Après des décennies de guerre suivies d'une trêve fragile, l'Empire plonge à nouveau la galaxie dans les ténèbres. Pour le jeune Sith Teneb Kell, il est temps de s'affirmer comme un élément incontournable aux yeux du Conseil sombre. Donc, ça va être... je ne me rappelle plus à combien de numéros. Je crois que c'est 5, peut-être 6 dans ce petit comic-là. Donc, ça va être notre prochain épisode. Je n'ai pas encore lu le comic. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je ne me rappelle même plus ce qui se passe. Prochain épisode, c'est un rendez-vous, on va voir ça. Puis évidemment, comme je vous dis tout le temps, si vous voulez me contacter, un peu aussi me partager ce que vous avez pensé du roman Raven, si vous l'avez lu, si j'ai réussi à vous le vendre suffisamment, puis pas trop non plus, j'espère, mais je vous dis, ça vaut vraiment la peine, c'est un bon roman. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel à masemaine-starwars@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube Ma Semaine Star Wars, où je publie des courtes vidéos où je vous présente mes livres que je reçois, les livres que je parle dans l'émission. Ces choses-là, vous allez avoir plusieurs petites vidéos à ce sujet-là. Évidemment, j'ai aussi une page Ma Semaine SW sur Instagram où je vous publie encore là soit des courtes vidéos, mes lectures du moment, des fois des petites photos de ce que je suis en train de faire qui touche l'univers Star Wars. Ça peut être des Legos, ça peut être un peu n'importe quoi. Ben, je vous partage ça sur Instagram. Sinon, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Je sais que les épisodes sont beaucoup plus distancés que l'année dernière. On a des pauses de 2-3 semaines. Mais sachez que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je suis juste très occupé ces temps-ci, donc je ne peux pas en faire autant que je voudrais. Mais ça va continuer. Là. Il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir. Puis éventuellement, lorsque les lectures seront un peu plus rapides, exemple plusieurs comics, ben, c'est possible que vous ayez des épisodes un peu plus rapprochés. Sinon, ben, je vous souhaite à tout le monde de passer une autre belle semaine ou plusieurs autres belles semaines. Puis, comme je vous dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, ben, on se dit à très bientôt. Salut!